Les blablateurs. Bonjour, comme vient de le dire Gaspard pendant le jingle d'introduction. Nous sommes mercredi 8 novembre, il est 14h13, un petit peu en retard quand même, un bon quart d'heure de retard, mais vous savez que, à Verselot, on a toujours des problèmes de connexion. Merci à Emiliane qui a fait tout son possible pour qu'on commence à l'heure. Malgré tout, ça n'a pas suffi, mais on le remercie. D'ailleurs, bonjour Miliane. Bonjour. Toujours à la technique. Alors aujourd'hui, on a une grande équipe autour de la table. J'ai oublié de dire, comme m'a dit Émilie en début d'émission, nous sommes bien sûr sur l'émission des Blablateurs. Nous sommes sur Ozone 97.7. Je ne fais pas mon boulot d'animatrice. Il faut me taper sur les doigts, vraiment. Donc non, bonjour. Tu es notre seule animatrice, on va te garder quand même. Bonjour Émilie. Bonjour Lina, bonjour à tous. Tu es là pour l'instant T. Absolument. Et puis aussi épaulée pour l'interview de l'invité de tout à l'heure. Exactement, l'invité qui est Eva. Bonjour à tous. Qui se présentera ensuite d'émission, juste après la pause musicale. Nous avons aussi Florian. Bonjour. Qui est là pour une chronique cinéma comme d'habitude. Nous avons Gaspard. Bonjour. Qui sera là en fin d'émission pour les recommandations. Nous avons Junia. Bonjour. Qui sera là pour une chronique toujours sur le Japon. Et enfin, nous avons Andrea. Bonjour. Qui est là pour sa deuxième émission de l'année et qui nous parlera du Fado. Oh là 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 là. Je vous jure que j'ai appris le nom avant l'émission. Bon. Eh bien, nous commençons l'émission avec la chronique de Florian. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Ça sent la fraude fiscale. J'aime l'odeur du napalm mon petit matin. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le film À quel prix ? Voici un extrait de la bande-annonce. Quelle est la valeur pécuniaire d'une vie ? Je vous aime. Du point de vue juridique, c'est une question à laquelle il y a une réponse. Et cette réponse est un chiffre. Ce que nous proposons, c'est de créer un fonds d'indemnisation d'une somme fixe pour chaque vie perdue. Vous voulez empêcher les victimes d'engager des poursuites. Nous voulons nommer un expert judiciaire pour négocier les accords sur les sommes attribuées. C'est quelque chose que je fais bien. Une contribution dans cette tourmente. Pourquoi on touche pas tous la même indemnité ? Ma fille valait au moins autant que n'importe quel col blanc dans un grand bureau. Ils ont perdu à jamais des proches qu'ils aimaient et rien de ce que vous ferez ne pourra combler le vide qu'ils ressentent. On veut rien signer. On peut pas appliquer des règles différentes selon les clients. Vous n'avez pas entendu leur drame. Tu dis toujours qu'ils vont se manifester le dernier jour. Si je me trompais. Vous connaissez certains de nos membres. Vous en avez rencontré en personne ? Pour tout vous dire, oui, j'en ai rencontré. Et quel était leur prix ? Comme vous le savez, je m'appelle Kenneth Feinberg et je suis l'expert judiciaire qui a été nommé pour gérer le fonds d'indemnisation des victimes du 11 septembre. On vous a remis un exemplaire de ce formulaire pour l'estimation... Pourquoi on touche pas tous la même indemnité ?
Il faudrait que les demandeurs potentiels adhèrent au minimum à 80%. Il y a tout un processus. Je mets au point une formule objective et je distribue des indemnités raisonnables. La plupart des gens ont un esprit rationnel. Une fois assis à la table des négociations, ils ont tendance à avoir des réactions cohérentes. Ma femme est décédée dans l'attentat. Et à mon sens, votre formule est un outrage à tous les niveaux. Mon mari était un pompier de la ville de New York. Il était toute ma vie. J'ai parlé à une veuve aujourd'hui. 3 enfants. Je savais pas quoi lui dire. Il y a des gens qui ne rentrent pas dans le cadre qu'on a établi. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Il va pourtant falloir trouver une solution. À vous de jouer. C'est l'instant T. L'instant théâtre. Mais ça, c'est les bugs de manipulation quand on n'a pas le matériel qu'il faut, on fait tout à la main et des fois ça bug. Bon, c'est pas grave. Donc Florian, on continue la chronique cinéma, puis après je ferai la chronique instant T. On va peut-être pas tout mélanger. Oui, donc le film il est réalisé par Sarah Konengo. Elle a aussi réalisé The Kindergarten, Teacher ou bien Little Accident. Il y a des acteurs connus comme Michael Keaton qui a joué dans Batman ou bien Birdman, Stanley Tucci qui a joué dans The Kingsman, Le Terminal ou bien Hunger Games, Laura Benanti qui a joué dans Le Challenge ou bien Supergirl. On va y suivre un avocat, Ken Fieder, qui va être en charge de l'indemnisation des victimes et des familles des victimes du 11 septembre. C'est un film intéressant sur un sujet bien délicat. Il amène à se poser des questions sur que vaut une vie, par exemple. On y découvre ce qui s'y passe après l'événement, les histoires des victimes. Il est rare de voir ce genre de film, l'après pour les victimes. Le film est touchant, les comédiens jouent bien, c'est traité avec beaucoup de sensibilité et d'humanité, je le recommande. Merci beaucoup Florian. Et donc, bien évidemment, nous continuons avec la chronique de l'instant T. C'est l'instant T. L'instant théâtre. Donc l'instant T, c'est l'actualité du théâtre à Châtellerault, en lien avec notre partenaire les 3T. Et l'actualité, eh bien écoutez, c'est dès demain au Nouveau Théâtre, la représentation d'une pièce intitulée Dandadandog. Alors, je ne parle pas suédois, mais là, j'ai fait un peu comme si. C'est un texte, une pièce de Rasmus Lindberg. En français, ça donne Le mardi où Marty est mort. Et dans une mise en scène de Pascal Daniel Lacombe. Alors, Pascal Daniel Lacombe, on a eu l'occasion de voir son travail l'année dernière, toujours au 3T. C'était pour la pièce À la renverse, qui avait fort impressionné les spectateurs et spectatrices, avec une scénographie assez spectaculaire, du bifrontal. On était sur un quai, au fin fond d'une ville bretonne. C'était magnifique, c'était très envoûtant, féerique et très, très réussi. Et là, elle nous embarque avec une troupe beaucoup plus vaste que les 2 comédiens de l'année dernière, dans une histoire assez folle. Tout part de la mort d'un chien et on va suivre l'histoire de tous les personnages associés à ce chien. Et sur le même espace du plateau, on va avoir différents lieux incarnés par un objet symbolique, un éclairage. Ça va être très ludique, ça va être très puissant, drôle, tragique, pathétique, avec une vaste troupe, comme je l'ai dit. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire, et même si vous avez déjà réservé votre soirée, eh bien vous avez bien fait. Allez voir Dandadandog au Nouveau Théâtre à Châtellerault à 20h30. Et puis j'anticipe aussi sur la fin de la semaine prochaine. Sachez qu'il y a la Nuit du Cirque. C'est un événement national qui se déroule du 17 au 19 novembre. Et à Châtellerault, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'École nationale de cirque de Châtellerault qui se joint à ce partenariat et qui va vous proposer samedi 18 novembre à 20h au Nouveau Théâtre une carte blanche à l'École nationale de cirque. Donc ce sont les élèves, peut-être ceux du complément de formation, les élèves de seconde, première et terminale qui vont vous proposer un certain nombre de leurs numéros, de créations pour célébrer cette nuit du cirque. Ce sera samedi 18 novembre à 20h. Allez chercher vos places au 3T à la billetterie ou le soir même. Et puis voilà, fêter cette nuit du cirque. Nous aurons l'occasion d'y revenir aussi avec le week-end encore d'après, début décembre, le festival
Festival des Insouciants, mais nous aurons un ou une invitée qui viendra nous parler de cet événement qui anime toute la ville de Châtellerault à cette occasion. Merci beaucoup Émilie pour cette chronique. Et nous enchaînons avec la chronique de Andrea. And most borders were created by war or post-colonial efforts to redesign the world. So I say fuck the borders. Going down in a spiral to the ground. People will, but I was not. And people will say to me, Allô, bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi comme thème une chose qui va honorer mon origine portugaise, le fado. Peut-être en ce moment, vous vous demandez, mais c'est quoi le fado? Et je vous réponds tout simplement avec cette belle description de Amália Rodrigues. Les Portugais ont inventé le fado et il y a une raison pourquoi ils l'ont inventé. Mais pourquoi? Pour la nature qu'ils ont. Nous avons eu de nombreuses raisons de nous lamenter car l'univers nous a mis dans un endroit où personne ne viendrait à moins d'y être obligé. Nous n'avions de frontières avec personne sauf l'Espagne, qui était toujours en guerre avec ses épées, ou alors nous avions une mer qui était terrible, qui était inconnue et qui faisait peur. Et nous sommes allés à des découvertes comme ça. Nous avons donc beaucoup de temps à attendre, à souffrir. Et c'est une lamentation. Le fado est une lamentation. O fado, os portugueses inventaram o fado. E por alguma coisa eles inventaram. Por que é que o inventaram? Para a natureza que tem. Nós tivemos muita razão de queixa, sabe? Do mundo. Porque estávamos neste sítio que ninguém cá vinha se não quisesse. Não tem fronteiras com ninguém, senão com a Espanha, que estavam sempre lá com as espadas e não sei o que, com as guerras, ou então o mar, que era uma desgraça, que era desconhecido, tinha medo, e saímos para o mar daquela maneira. Portanto, tivemos muito tempo para sofrer, para estar à espera. E isto é uma queixa, o fado é uma queixa. Pour les Portugais, Amália Rodrigues fait partie de notre patrimoine national. Elle est la reine du fado, celle qui a le mieux interprété et créé les plus belles musiques portugaises jusqu'à aujourd'hui. Alors, le fado est un genre musical portugais apparu entre 1820 et 1840, bien sûr au Portugal. Il est alors constitué de chants populaires au thème mélancolique. Ce chant fut d'abord chanté dans les quartiers populaires avant d'atteindre la bourgeoisie. Les mélodies sont d'abord créées en utilisant des instruments à cordes pensées. Je profite aussi pour dire que cette mélodie a été créée par Carlos Paredes. Le chanteur de fado, ou aussi appelé fadiste, exploite en général des thèmes comme l'amour inaccompli, la jalousie, la nostalgie des morts et du passé, la difficulté à vivre, le chagrin, l'exil et principalement la saudade. Le mot saudade ne peut pas se traduire et c'est ça l'intérêt. Je peux même vous affirmer que c'est une des plus belles mots existantes et une de celles qui caractérisent fortement le Portugal. Mais qu'est-ce que ce mot signifie? Alors, c'est une expression d'un sentiment complexe où se mêlent mélancolie, nostalgie et aussi l'espoir. Je vous ferai écouter alors un extrait d'une musique de Amália Rodrigues qui s'appelle Fado de Saudade. Está naquela prisão, sai da prisão, vai-se embora. Minha dor. Cependant, le fado peut varier selon la ville d'où le chanteur vient, mais ça c'est trop technique et vous ne seriez pas très intéressés. Par contre, ce qui est très intéressant est que le fado n'est pas que écouté pour des vieillards, comme beaucoup d'entre vous en pensent. Ce genre de musique est chanté pour plusieurs générations et aussi très adapté. Je vous fais donc écouter cette fois-ci une version masculine trop belle, chantée par un de mes meilleurs
par un des meilleurs et un de mes chanteurs préférés de fado. Il s'appelle Carlos do Carmo. Almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambareia e beijo. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Cette musique décrit d'une façon personnifiée sa magnifique ville Lisbonne, comme si Lisbonne était une femme, la femme de sa vie, vu qu'il est amoureux de cette très belle ville. Ainsi, je finis ma chronique. C'était un plaisir de vous parler un peu de ma culture aujourd'hui. J'espère que vous l'appréciez et merci pour l'écoute. À la prochaine. Merci beaucoup Andrea. Nous venons d'apprendre que nous sommes en direct. Alors, bonjour à tous. Je refais l'introduction. Nous sommes mercredi 8 novembre. Il est 14h29 et nous venons de terminer la première partie de l'émission. Nous vous retrouvons tout à l'heure après la petite pause musicale. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti, la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche, qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire, une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle, une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice
Quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs. S'il faut se pendre, je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Et nous reprenons l'émission sans le jingle de reprise. C'est pas grave. Nous avons décidé d'écourter la pause musicale puisque nous avions très envie d'écouter l'interview que nous allons faire de Eva qui... Et il y a un jingle, interview invité. Oh, c'est vrai. Jingle. Les blablateurs font blablater l'invité. Ah bah alors. Et voilà, et c'est le jingle invité qui peut-être on enlèvera les petits bugs techniques. Bienvenue Eva parmi nous, on va effectivement te faire blablater et découvrir un petit peu l'association que tu représentes. C'est la Poule aux Jeux d'Or. Alors est-ce que tu peux nous en expliquer le principe en quelques mots pour commencer ? Bonjour à tous. La Poule aux Jeux d'Or, en fait, ça permet de rassembler des joueurs pour partager la passion du jeu de société, notamment le mercredi soir et un dimanche sur 2 à la cabane du lac. Vous vous réunissez pour jouer ensemble et faire découvrir de nouveaux jeux ou jouer à des jeux plus anciens. Effectivement, en fait, chaque joueur peut éventuellement emmener ses jeux s'il n'a pas trouvé d'autres personnes pour jouer avec. Donc, ça permet de découvrir d'autres jeux. Et on a aussi les nouveautés présentées tous les 2 mois, en fait, maintenant, que l'association met en vente à la fin de ces 2 mois. Donc, ça permet, en fait, de les découvrir durant ce laps de temps. D'accord. Est-ce à dire que les maisons de jeux vous envoient des boîtes de jeux ou est-ce que vous avez un fonds qui achète ces boîtes Non, en fait, c'est une sorte de... En fait, c'est l'association, je vais y arriver, qui achète les jeux et qui les ouvre et qui les revend à moindre prix, en fait, aux adhérents à la fin de ces 2 mois. D'accord. Donc, ça permet de découvrir des nouveautés tous les deux mois. Super. Et donc, je sais pas, la tranche d'âge privilégiée des joueurs que vous réunissez, ça va de quel âge à quel âge? Où est la tranche d'âge la plus représentée? Alors, disons que le mercredi soir, effectivement, on va être plus sur des adultes, voire adolescents. Et le dimanche après-midi, on va être plus sur des enfants, mais aussi les autres personnes qui veulent de jouer éventuellement à des gros jeux aussi, qui peuvent prendre toute l'après-midi pour jouer. Mais oui, c'est l'intérêt de passer beaucoup de temps, parce que jouer, ça prend du temps. Mais c'est ça qui est chouette. Effectivement. Comment est née l'association? Est-ce que ça fait longtemps? Parce que je rappelle que c'est une association châtelleraudnaise, alors il n'empêche qu'elle a des liens avec d'autres associations, mais voilà, la Poule, elle vit depuis combien de temps? La Poule aux Jeux d'Or, du coup, est née il y a 2 ans, suite à, en fait, c'est le Sens du Jeu, donc la personne du Sens du Jeu, le magasin de Châtellerault, qui a réuni 2 couples qui étaient passionnés de jeux de société, et du coup, c'est de là où il les a mis en contact, et c'est de là où c'est parti. D'accord, et donc de l'envie de réunir encore plus de gens autour de la passion du jeu. Alors, tu en as parlé un petit peu, il y a différents types de jeux. Oui. Il y a des jeux de plateau, tu as parlé de grands jeux, il y a les jeux familiaux, les jeux plus pour adultes ou adolescents, des jeux de rôle, enfin, on entend parler de beaucoup de choses, donc sans nous faire tout un cours dessus, mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire, nous présenter un petit peu? Disons qu'en fait, ça va du petit jeu simple à jouer en famille ou même pour des enfants à des jeux hyper grands et hyper stratégie où on va se faire des nœuds au cerveau pour essayer d'établir un plan de jeu, une stratégie. Et du coup, on peut passer aussi par des jeux d'enquête, notamment le Unlock qui est très réputé pour ça, et ou alors des jeux coopératifs. Ce qui est pas mal non plus. Absolument. Et ce, à tous les âges. C'est vrai qu'on pratique aussi les jeux coopératifs à 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est pas les mêmes coopérations entre joueurs, mais c'est intéressant de jouer sur différents types d'âge
pour aider les uns les autres. Effectivement, parce qu'en fait, chaque public, et même pour les adultes ou des enfants, on n'a pas la même façon de jouer. Et du coup, ce qui va nous rendre plaisir à nous, on va pas forcément rendre plaisir à quelqu'un d'autre. Et du coup, ça nous permet de faire plaisir à tout le monde. Absolument. Alors, je vais me permettre d'ouvrir un peu la discussion à l'ensemble des chroniqueurs ici. Est-ce que vous avez un jeu préféré, un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu d'unlock, comme tu disais, voilà, qu'est-ce que votre jeu du moment ou votre jeu, je sais pas, doudou, le Monopoly à Noël, voilà, qu'est-ce que c'est votre jeu de plateau, votre jeu de cartes, vas-y Junia. Moi j'ai un jeu de dés qui s'appelle le 4-21 et je l'ai découvert avec mon père, c'est lui qui me l'a appris. Et je sais pas, quand on n'a pas trop d'idées de quoi faire, on joue à ça parce que c'est rapide, c'est assez simple. Et pardon maman, mais maman elle a beaucoup de mal à comprendre les règles des jeux. Du coup c'est un peu plus rapide. Et sinon il y a un jeu que j'aime bien, il s'appelle Destin. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Ah oui, ça me rappelle des trucs. Ça me fait rire parce que c'est vraiment quelque chose de convivial. On peut jouer à plusieurs. Enfin, non, j'aime bien. Oui, c'est un jeu de plateau. Oui, il y a une roue qui tourne. Il y a des embûches dans la vie. C'est le destin d'une personne. On se retrouve avec des jumeaux, une maison. Enfin, c'est vrai que c'est un jeu de loi hyper élaboré, quoi. Oui, c'est ça. Sûr. Des jeux. Oui, Gaspard. Moi, mon préféré jeu, c'est le Uno. Ah bon. J'avais pas remarqué. Et le Uno, c'est un indémodable. Alors ça, puis à n'importe quel âge, faire des sessions de folie. Ou aussi Skate Show. Ah oui. J'aime bien. Oui, je l'ai aussi. Oui, je l'ai aussi. Voilà, donc ça, j'imagine ce qu'on appelle des classiques dans votre mallette. Oui, on va dire que c'est des classiques, effectivement. Après, on a des jeux plus ou moins poussés. Et ce qui est intéressant, c'est de découvrir de nouveaux jeux et éventuellement de nouvelles façons et de nouvelles mécaniques de jeu. Ouais. Et c'est vrai que les Skyjo fait partie des indémodables, on va dire, actuels. Ok. Justement, parmi les nouveautés, sans forcément faire de publicité, mais à la limite pourquoi pas, dont tu aimerais nous parler, voilà, un petit coup de cœur récent ou un classique qui ne se démode pas. Du coup, je vais parler d'un qui est à découvrir en ce moment dans les 2 mois, en fait, les nouveautés ouvertes par l'asso. C'est Helios, qui est un jeu, en fait, avec des pièces en bois où on va faire des soleils. Et il va falloir trouver une stratégie pour enlever les bâtons, pour avoir le moins... Enfin, à la fin, on soit le dernier à pouvoir poser tous nos bâtons, en fait. Donc c'est aussi un jeu qui est beau, j'imagine, avec ces pièces en bois. C'est aussi l'aspect ludique, esthétique, qui joue beaucoup. Il y a des casse-têtes qui sont très beaux à regarder. Limite, on n'a pas envie de se prendre la tête dessus, tellement ils sont déjà très très beaux, effectivement. Donc vous vous réunissez très régulièrement. C'est toutes les semaines, le mercredi et un dimanche sur 2. Oui. Et vous avez des événements plus hors de ces rendez-vous-là ou... Alors effectivement, je précise que le mercredi soir, du coup, c'est à la Grange Leclerc. En fait, c'est pas loin de la piscine, donc c'est de 19h à 23h. Le dimanche, c'est à la Cabane du Lac de 14h à 19h. Un dimanche sur 2, et d'ailleurs c'est dimanche prochain, le prochain rendez-vous. Et on a aussi notre festival qui a ouvert ses portes, en fait, ça va être la 2e édition de notre festival qui sera le 27 avril à la Gornière. Ouais. Donc 2e édition, ça veut dire que l'année dernière il y en a déjà une. Forte de son succès, vous récidivez. Exactement, on a eu plus de 300 visiteurs, donc c'était pas mal pour une première édition. Absolument. Et pour une jeune association. Absolument. Et donc, association Châtel-Rodez, vous avez des liens avec d'autres associations un peu du même type sur la région, le département Oui, effectivement, en fait, on a notamment participé au festival du jeu en Poitou qui s'est déroulé à Neuville, ce qui nous a permis aussi d'être en rapport avec d'autres associations comme le Meeple sur Poitiers, sur le Place Ludique à Neuville, ou encore Intrigue et Mystère Jeux qui se trouve vers Vendeuvre, en fait. D'accord. Donc ça vous permet d'organiser des tournois à plus grande échelle, de mutualiser des jeux, faire des découvertes que vous n'auriez pas faites forcément. Disons que ça permet surtout de toujours se retrouver autour d'une table de jeu et selon la géographie des personnes, de pouvoir contenter tout le monde. Parce que c'est vrai que l'essence malheureusement coûte cher maintenant. Donc si on peut le faire en local, c'est encore mieux.
J'imagine. Est-ce que toi, tu as un coup de cœur particulier? Tu parlais de Helios, mais ça, c'est parce que c'est une nouveauté et j'imagine qu'il y a aussi l'excitation de pratiquer avec des nouvelles règles. Mais est-ce que voilà, tu as un jeu préféré indémodable ou non? Tu te laisses surprendre par des découvertes régulières? Alors, disons que moi, j'aime bien découvrir des jeux, effectivement, mais j'ai un coup de cœur quand même pour Unlock, qui est un jeu d'enquête, en fait, avec des jeux de cartes. Donc, un peu comme un escape game, mais sous forme de cartes et avec une application. Et c'est pas mal. En équipe, c'est beau, c'est très intéressant. Et le fait, par exemple, de jouer avec d'autres associations, parce que j'imagine qu'entre joueurs, on commence à se connaître aussi. Donc là, ça permet d'apporter de la nouveauté, un nouveau regard, un nouveau sens du jeu, quoi, parfois. Disons que en fait, chaque partie, selon les joueurs qu'il y a autour de la table, effectivement, on va pas le jouer de la même manière. Donc ça encourage à diversifier, en fait, les moments de jeu. Tout à fait. Qu'est-ce que toi tu recherches quand tu joues justement? C'est l'esprit de coopération, c'est de faire des stratégies hyper alambiquées, c'est juste passer un bon moment, un fun Ça dépend de mon énergie du jour, mais en fait, moi j'aime bien le jeu effectivement pour le côté jouer avec des personnes, des inconnus qu'on ne connaît pas et justement de les découvrir à travers le jeu. Mais aussi les jeux comme ce qu'on peut appeler crevards, c'est-à-dire que de mettre des petites subtilités pour mettre des bâtons dans les roues à l'adversaire. J'aime bien le terme, c'est très parlant. Je vois bien. Parfait. Est-ce que, chers chroniqueurs, vous avez parlé des anecdotes de parties endiablées Ah bah oui. Oui. Lina, oui. Non mais je vais parler pour moi parce que j'ai un petit cousin qui a 7 ans déjà. Et à 7 ans, même avec des jeux de 14 ans, il nous éclate, quoi. Et on se demande, mais comment il fait? Mais en fait, c'est à force de jouer, on apprend aussi comment construire une stratégie. Et je me suis rendu compte que j'avais du retard. Voilà. Donc si vous avez l'occasion de venir découvrir des jeux, je pense que c'est bien, surtout pour les enfants, pour qu'ils construisent une stratégie. Et même, je pense que... quand je vois mon petit cousin, en fait, directement pour les mathématiques, en fait, ça vous aide énormément parce que ça vous donne une stratégie de résolution de problèmes. Donc c'est super. Tout à fait. Tes souvenirs de jeux Moi, je joue pas trop aux jeux. En général, je suis très classique. Okay. Au Portugal, on joue beaucoup aux cartes. D'accord. On a beaucoup de façons de jouer aux cartes. Alors là, c'est très typique aussi. Le monde des cartes, absolument. Ouais. Et du Monopoly. Et c'est tout. Oui, c'est très intéressant. Principalement pour développer la partie cognitive des enfants. Absolument, mais c'est une évidence de le dire. Mais évidemment, on apprend en jouant et on apprend mieux quand on s'en rend pas compte. C'est ce que tu disais. Mais très jeunes, les enfants peuvent jouer aux dames, aux échecs. Ils ont une faculté incroyable à un esprit très 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 souple. Et puis après voilà, maintenant on essaie d'apprendre aussi d'autres capacités, la capacité à, non pas de l'empathie, je vais pas aller sur ce terrain-là, mais en tout cas d'être en collaboration, en entraide avec les autres. Effectivement, c'est hyper utile. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée et à laquelle tu t'étais préparée disons qu'on parlait d'empathie tout à l'heure, mais en fait, ça permet aussi on peut transformer un jeu pour en faire une thérapie aussi. C'est-à-dire que le Dixit, beaucoup de thérapeutes l'utilisent pour faire parler les enfants. Et en fait, il faut savoir que chaque jeu, chaque personne a sa façon de communiquer. Et il y en a qui vont être plus à l'aise avec les images, d'autres qui vont être plus à l'aise avec les mots. Et donc, en fait, tout le sort de jeu peut permettre aussi de découvrir en fait quel est notre langage premier. C'est vrai. Ce qui est pas mal non plus. C'est vrai. Et moi, pareil, je parle en théâtre, on peut se retrouver à faire des choses qui ressemblent à tabou finalement, à mimer des choses. Et c'est vrai qu'entre le jeu et l'exercice, alors la frontière, elle est complètement poreuse, donc ça fait des choses très 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 agréables. Donc, mais très bien pour cet ajout. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a autre chose à ajouter sur l'interview jeu? Je vais terminer par une citation. Ça fait assez classe et je suis assez fière de moi. Moi, je l'ai trouvé. Je trouvais que c'était bien. C'est: on ne cesse pas de jouer quand on devient vieux, mais on devient vieux quand on cesse de jouer. Voilà, donc si vous vous sentez encore jeune dans votre tête, c'est très très bien. Et les jeux de 7 à 77 ans, ça n'a plus aucun intérêt. C'est comme les Tintins, on peut jouer à n'importe quel âge. Il y en a qui sont très en avance, il y en a qui découvrent les jeux à des âges très avancés, donc c'est tout l'intérêt. Donc on mettra tous les liens sur nos réseaux sociaux pour vous permettre de retrouver facilement la poule aux jeux d'or, mais elle est très disponible aussi sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas besoin de nous pour faire la transition, mais en tout cas, les mercredis et un dimanche sur 2, vous pourrez les retrouver pour jouer avec tous ces bénévoles fort sympathiques. Merci Eva d'être venue au Blablateur répondre à nos questions. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On rappelle que c'était du coup l'association Les Poules au Jeu d'Or. La poule. C'est difficile aujourd'hui, je suis désolée. Donc, on va continuer l'émission avec la chronique de Junia. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Dans cette chronique, je vais vous parler des mangas. Est-ce étonnant ? Pas vraiment. Ça n'est pas comme si j'en parlais sur la moitié de mes recommandations. Je voulais à la base laisser cette chronique à Solène, qui a désormais changé d'établissement. C'est donc avec une immense joie que je vais vous conter la fabuleuse histoire des mangas. Tout d'abord, un manga pourrait être défini comme une bande dessinée japonaise qui suit un style défini au Japon à la fin du 19e siècle. Au Japon, le terme manga est utilisé pour définir plus généralement tout type de BD, quelle que soit son origine, alors qu'en Occident, il est utilisé pour définir une BD japonaise ou ayant les mêmes règles de production, comme par exemple la lecture de droite à gauche. Ce qui a créé le mot manfra, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, le mot valise composé de manga et de français, comme par exemple le manfra radiant ou wakfu, que j'ai énormément apprécié, et le fait qu'ils ne soient pas japonais n'enlève rien à leur qualité. D'ailleurs, je trouve cela très chouette que les mangas se démocratisent. Le Japon et la France sont d'ailleurs les plus gros consommateurs de mangas. Et d'ailleurs, les personnes réalisant des mangas s'appellent des mangaka. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est mon but, le métier que je veux faire plus tard. Bref, revenons à nos mangas. Le mot manga est souvent traduit par image dérisoire, composée de ga, qui désigne les représentations graphiques, donc en l'occurrence le dessin, et de man, qui veut dire aussi involontaire ou divertissant, mais aussi exagéré. Et je trouve ces traductions assez simples, mais vraies. Et tout le monde connaît les mangas de nos jours, n'est-ce pas ? Eh bien, celui-ci trouve ses prémices dans la peinture narrative qui apparaît à l'époque de Nara, qui est en 710-794, avec l'apparition des premiers rouleaux narratifs japonais, les emakimono. Pour vous l'expliquer simplement, il s'agit d'un système de narration horizontale avec de la calligraphie ou bien de la peinture. Ces rouleaux, ils devaient assurer le récit de l'histoire japonaise. Mais ces rouleaux étaient dans un style chinois, parce que pour rappel, avant le Japon, ça appartenait beaucoup à la Chine. Et ce n'est qu'au XIIe siècle, durant l'ère Heian, que les premiers emakimono japonais apparaissent. Ceux-ci faisaient apparaître de longues scènes peintes suivies de courts textes explicatifs. Puis sont arrivés les shōjūjika, littéralement caricatures de la faune, qui sont constituées uniquement de dessins à l'encre. Les images devaient assurer à elles seules la narration. On peut donc en déduire que c'est l'ancêtre du manga. Puis, lors de la période d'Edo de 1603 à 1868, les estampes étaient simplement là pour illustrer des livres, mais très vite, il y eut un retournement de situation et vint la disparition relative des écrits en gardant une estampe dite indépendante. Il s'agit de Katsushika Hokusai qui fonda l'estampe de paysage qui donna son nom au manga entre 1814 et 1834. Les mangas ont commencé à arriver en Europe en 1800 et quelques, mais c'est vraiment démocratisé en 1980 avec l'aide de Pokémon. Mais le premier manga considéré comme tel date de 1902, dessiné par Kitazawa. Il créa aussi son premier magazine, le Tokyo Puck, qui contient des textes et des caricatures anglaises et japonaises. Au cas où, pour faire simple, si vous ne connaissez pas les magazines, c'est toutes les semaines ou tous les mois, peu importe, où ils proposent des textes et des caricatures, et les caricatures, elles durent 6 cases à peu près. C'est très rapide, et ça continue encore en ce moment. Les mangas, comme ceux que nous connaissons, sont inspirés par Ipei Okamoto entre 1912 et 1926,
avec le mouvement des nouveaux représentants progressistes du manga. Il y a encore beaucoup de choses à dire pour le manga, mais pour moi ce sont les choses les plus importantes. Je vais donc finir avec une petite phrase. Les mangas continuent de grandir et de se diversifier en nous offrant des histoires pour tous les goûts et en créant des produits dérivés comme des films, des jeux et plein d'autres choses. Merci beaucoup Junia pour cette chronique sur les mangas. Et nous enchaînons avec la dernière partie de cette émission qui sont les recommandations. I got no money, like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I don't care, I love it, I don't care. Oh my God! I don't like it, no, I love it. I don't like it, no, I love it. Eh bien, aujourd'hui, nous avons 4 recommandations. Alors, qui voudrait commencer? Ah, Gaspard veut commencer. Vas-y. Bonjour. Alors, je vais vous faire une recommandation de Linda veut du poulet. C'est un film. Un film d'animation, un dessin animé. Oui, là où des gens sont en couleur. Et c'est toute une journée en aventure parce que une petite fille veut du poulet. Parce que au début, elle a fait une bêtise, mais normalement, ce n'est pas elle qui a fait la bêtise. Alors, se faire pardonner. Pour se faire pardonner, sa maman lui dit je t'offre ce que tu veux. Oui. Et qu'est-ce que tu veux? Et la petite fille répond du poulet au poivron. Parce que c'est son père. C'est un souvenir une recette que son papa lui cuisinait quand elle était petite. Oui, parce que son père est mort. Elle a perdu son papa. Et donc, c'est toute une aventure qui dure à peu près effectivement une journée où cette petite fille va mettre la main sur un poulet, mais on ne vous dit pas comment, ce qui arrive à ce poulet et la maman. Et c'est tout le quartier qui va finalement vivre toute la journée au rythme de cette aventure complètement dingue. Alors, les personnages sont en couleur, c'est-à-dire que chaque personnage est caractérisé par une couleur. La maman est orange. Linda est jaune. Et plein d'autres élèves sont de couleur aussi. Voilà, donc c'est très bien fait. C'est un film franco-italien qui est actuellement en salle. Nous, on est allé le voir 2 fois au 400 coups. C'est vraiment fantastique. On peut le voir aussi adulte, il y a peu de problème. C'est un film avec des chansons. Et les chansons sont très belles. Voilà, donc c'était notre recommandation. On vous conseille vivement d'aller voir ce film d'animation qui dure 1h15 à peu près. Et on passe un très très bon moment. C'est donc un film qui est sorti là, il n'y a pas longtemps. Ah oui, il y a 1 mois, 3 semaines. C'est tout à fait visible encore et c'est très très chouette. D'accord, merci. Qui souhaite continuer? Je peux le faire. Vas-y. Du coup, pendant les vacances, on a mis portugais à moi m'a recommandé un album d'un groupe que j'avais déjà entendu parler, mais je n'avais jamais fait attention. Le groupe s'appelle Duran Duran et l'album s'appelle Danse Macabre. Je vous dis que j'ai trop aimé. Ce groupe, il est du style New Wave britannique des années 80. Et cet album, il a comme thématique l'Halloween. Il y a les musiques, elles ont des mélodies incroyables, un peu plus dark side, gothique, new wave, post-punk. Et dans son album, il y a une majorité des musiques originales, mais il y a aussi des reprises des autres chanteurs, des musiques connues, mais avec un style complètement différent. Bury a Friend, Psycho Killer, Super Lonely Freak. Et pour finir, je vous dirais juste que la meilleure musique de l'album, c'est la dernière, qui s'appelle Confession in the Afterlife. Et je crois que ça va vous surprendre si vous écoutez de la musique. Voilà. Merci beaucoup. Tu peux répéter le nom de l'album, s'il te plaît? Dance Macabre. Merci beaucoup. Junia, tu veux continuer? Oui, je veux bien. Okay. Et moi, je vais parler d'une série que j'ai vue sur Netflix qui s'appelle Black Mirror. Je ne sais pas si certains connaissent. Oui. Et le genre, c'est science-fiction, horreur.
satire, thriller et drame. Le pays d'origine, c'est au Royaume-Uni. Et il y a 27 épisodes avec... il y a 6 saisons de 26... Non. Il y a 27 épisodes, voilà, on va faire plus simple. Et il dure entre 40 et 90 minutes. Et ce que j'ai vraiment aimé dans cette série, c'est que les épisodes ne se suivent pas. Ils ont à peu près la même thématique, mais si on regarde le 10 avant le 1, l'histoire dure un épisode. Et après, on passe à une autre histoire dans un autre épisode. Et globalement, ça parle beaucoup d'une technologie dystopique qui prend, par exemple, le contrôle des esprits ou qui nous pousse à faire des choses qu'on ne ferait pas. Et ça dénonce un peu la technologie qui commence à prendre une trop grande place dans la société actuelle. Et après, il y en a qui sont un peu gore, je préviens, et il y en a qui sont un peu plus basés sur des choses, pas un ou deux peut-être sur un peu sexuelles, et il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment très mignons. C'est plus des histoires presque pour les enfants. Mais je conseille presque. Faut donner les numéros, hein, parce que je sais plus, il y en a un, c'était juste une histoire d'amour entre 2 filles. Voilà, c'était un truc comme ça. Et voilà, je recommande vivement. C'est sur Netflix et ça dure pas longtemps. Merci beaucoup, Junia. Et puis, on va terminer avec moi. Non, Eva, tu avais quelque chose à recommander? Oubliez pas que dimanche, on est à la cabane du lac, Voilà. du coup, de 14h à 19h. La recommandation. Ça, c'est la recommandation. C'est vrai. Et moi, je vais aussi recommander une série qui s'appelle Gossip Girl, qui est sur Netflix, qui est sortie pour la première fois en 2007 et qui a ensuite continué ses saisons. C'est donc une histoire qui se passe à New York dans la haute société d'aujourd'hui, donc on va dire la bourgeoisie moderne. Et on suit au départ, dans la première saison, des lycéens qui sont dans une école privée de New York. Et donc, il va y avoir plusieurs potins dans l'année. Donc, gossip, ça veut dire potin. Et en fait, à New York, il y a un site web qui s'appelle Gossip Girl, et donc tous les potins du lycée sont publiés sur ce site, et donc tout le monde peut voir ce qui se passe dans l'actualité de la bourgeoisie. Et donc c'est un peu une histoire on va dire pas très intéressante, on va pas apprendre des faits historiques ou quoi, mais en vrai, pour se détendre, quand on arrive dans 8h-18h le soir, c'est vraiment pas mal. Ça nous fait penser à autre chose. Donc je vous le recommande. Si vous avez toujours pas vu cette série, franchement, allez la voir. C'est assez divertissant. Eh bien, nous avons déjà fini cette émission. Nous vous retrouvons certainement dans 2 semaines. Et à ce moment-là, eh bien, nous aurons certainement l'interview de quelqu'un qui nous parlera des Insouciants, le festival de cirque à Châtellerault. Voilà, donc si vous voulez retrouver l'actualité de la radio, c'est sur Instagram @Radio-Berthelot. Et si vous voulez voir l'actualité de Aux Ondes, c'est Aux Ondes FM sur Instagram, sur Twitter et Facebook. Voilà. Eh bien, à dans 2 semaines. Merci. Prenez soin de vous. Bisous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.